Monsieur Colombagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Laetitia Bonaparte et à l'université de Corse, docteur en histoire médiévale. Votre spécialité, c'est l'histoire politique de la Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Vous avez publié, entre autres, en 2020, un essai historique sur les relations entre les Corses et la couronne d'Aragon, dont nous allons parler longuement dans cet entretien, et vous me faites l'honneur d'être le premier historien à venir répondre à mes questions pour le podcast Dynastie Astoria di Gursia. Tout le plaisir pour moi. 1000 ans sont passés depuis la chute de Rome et quelque part dans le delà des monts, un certain notaire couche sur papier l'histoire de Corse. Il écrit: On peut dire que tous les malheurs de l'île de Corse égalent ceux de l'Empire romain aux temps anciens quand on y crée autant d'empereurs que de provinces. Monsieur Combat, qu'est-ce qui vous inspire ces mots? Et ça inspire, alors ce sont des mots de Giovanni della Grossa qui est notre Bien. source fondamentale pour connaître l'histoire de la Corse, puisque Giovanni della Grossa a écrit une histoire de la Corse, il est lui-même corse, mais il relaie ici, il crée même presque un cliché historique sur l'histoire de la Corse, comme quoi on aurait une histoire uniquement tragique, comparable en petit aux plus grandes catastrophes de l'histoire mondiale, comme par exemple ici la chute de l'Empire romain. Or, la chute de l'Empire romain, ça a été quelque chose de compliqué, c'est vrai, il valait mieux pas être romain à ce moment-là, mais ça n'a pas été aussi catastrophique qu'on a pu le dire, pas plus que l'histoire de la Corse n'a été finalement aussi catastrophique qu'on le dit. Nous allons rester un petit peu scolaire donc pour la question qui suit. Vous êtes spécialiste de la période médiévale, comme chaque époque de l'histoire, le Moyen Âge présente ses particularités propres, qu'elles soient temporelles, sociales, variables selon les régions. Monsieur Colombagne, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend exactement par le terme Moyen Âge pour que nos auditeurs et moi-même puissions mieux comprendre cette période? Alors le Moyen Âge, c'est une création des historiens modernes du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est la création, la période qui sépare les temps modernes de l'Antiquité. Donc un âge moyen entre une référence, par exemple pour les humanistes, pour le temps des Lumières, pour nous, de civilisation qui serait l'Antiquité gréco-romaine, et la modernité, mais simplement la modernité évolue, c'est-à-dire que déjà, on va dire au XVe siècle, les gens parlaient de Moyen Âge, c'est-à-dire le temps qui les séparait eux du Moyen Âge. Le problème, c'est que le nom même porte en lui la problématique. Moyen Âge, ça fait un peu quelque chose qui n'est plus l'Antiquité, qui n'est pas encore moderne, et qui donc serait une période sombre, un peu indéfinissable. Ça fait quand même, enfin dans la chronologie officielle, c'est 1000 ans d'histoire, puisque on compte le Moyen Âge traditionnellement en Europe, entre 476, la chute de l'Empire romain, en Occident, puisqu'il se maintient ailleurs, et on va dire la fin du XVe siècle, c'est-à-dire 1453, la chute de Constantinople, donc la chute de la fin de l'Empire romain, ou la découverte de l'Amérique, enfin quelque chose à ce moment-là. Mais il est important pour les historiens, ça fait longtemps que ça a été fait, mais autant le redire, de casser cette image d'un Moyen Âge sombre, sous-développé, dangereux, obscurantiste. Et puis surtout, il faut bien voir que c'est 1000 ans d'histoire, et donc la société de 476 n'est évidemment pas la société de 1453. Il y a autant de temps qui nous sépare du Moyen Âge que nous du Moyen Âge, on va dire, de l'an 1000. Donc D'accord. c'est très long. D'accord, ok. Et encore, s'il nous reste quoi de ce Moyen Âge? Ah, en Corse, il nous reste donc plus de choses qu'on ne le croit, hein. J'avais dit à un moment donné que le Moyen Âge est invisible en Corse, et il en reste un petit peu. Les monuments les plus visibles du Moyen Âge, ce sont ce qu'on appelle nous les églises romanes, les chapelles romanes, donc qui sont effectivement un réseau d'églises qui a été construit au XIIe siècle et qui ensuite a été modifié. Ensuite, il en reste des ruines, même modestes, mais des ruines de châteaux. Il y avait plus de 300 châteaux dans l'île répertoriés sur la période du Moyen Âge classique. C'est-à-dire le Moyen Âge classique, c'est entre le XIe et le XVe siècle. C'est les images qu'on a en tête quand on parle du Moyen Âge. Il y a aussi des noms de saints, la toponymie, il y a des légendes, il y a des histoires, il y a tout un imaginaire qui nous vient du Moyen Âge, sans qu'on sache d'ailleurs forcément qu'il vient du Moyen Âge. Et puis il y a aussi le fait que c'est les liens que la Corse a tissés avec le reste de la Méditerranée, avec l'espace italien par exemple surtout. Donc tout ça, ce sont des héritages médiévaux. Donc on va revenir quelques siècles après la chute de Rome, à une époque où les Celtes forgent la légende du roi Arthur et où Eginhard écrit sa vie de Charlemagne. En Corse, en revanche, on ne dispose d'aucun écrit datant du Haut Moyen Âge. Comment vous expliquez cette absence de sources? Alors on en a un petit peu. Les principaux sont les lettres de Grégoire le Grand qui datent des années 590, mais D'accord. c'est très peu. Ça s'explique par le fait que au Moyen Âge, enfin à cette époque, mettons donc au 7, 6e, 7e, 8e siècle, qui sont des périodes où effectivement
du fait de la chute de l'Empire, on a moins de sources en général. Et comme en Corse, il n'y a pas de grosse structure étatique, en fait, il n'y a pas en Corse, mais ça c'est une problématique générale, les structures qui produisent des sources. L'historien dépend des sources, et pour qu'il y ait des sources, pour qu'il y ait quelqu'un qui écrive, pour qu'il y ait des monuments, il faut une structure, il faut un pouvoir, il faut une ville, il faut des richesses, il faut des monastères. Alors, il y en a, mais c'est des petites unités, comme aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas de grandes villes non plus aujourd'hui en Corse, et donc les sources sont très limitées. C'est beaucoup plus ça, ce problème de structure, que là encore une idée comme quoi on aurait été ravagé, surravagé, et tellement ravagé que plus personne n'a écrit. On a écrit, mais on a peu écrit, et statistiquement, peu de ces écrits sont arrivés jusqu'à nous. Donc en fait, la plus grosse source, celle qui informe le plus sur l'histoire du médiéval en Corse, c'est celle de Giovanni della Grosse. Alors, Giovanni della Grosse est une source essentielle pour l'histoire du Moyen-Âge, mais donc Giovanni della Grosse était alors si on dit notaire, ça fait un peu surprenant, enfin c'était un administratif, quelqu'un qui connaissait les textes de loi et qui a vécu en gros dans la première moitié du XVe siècle. Très loin du haut Moyen-Âge. Il est né en 1388, il est mort dans les années 1460, il a écrit sa chronique, donc on va dire dans les années 1450, et lui, il écrit sur des temps qui sont déjà très anciens pour lui. Donc la chronique de Giovanni della Grosse, elle est fondamentale pour la période dans laquelle il vit, parce que Giovanni della Grosse est aussi un acteur de l'histoire corse de l'époque. Il est très précis et très juste, mais il faut bien voir que quand Giovanni della Grosse au XVe siècle parle du Ve siècle, même pour lui, c'est très vieux. Il raconte des temps immémoriaux, légendaires, et à l'époque, on ne voyait pas l'histoire comme on la voit maintenant. Donc il prend des libertés, on va dire. Le 4 avril 1297, le pape Boniface VIII inféode le nouveau royaume de Sardaigne et de Corse au roi Jacques II d'Aragon et à ses successeurs en tant que fief éternel. C'est le traité d'Anagni. Pourquoi le fait-il selon vous? Quelles sont les énigmes politiques qui poussent alors le pape à céder une des terres appartenant au Saint-Siège aux ambitieux rois d'Aragon? Alors, c'est une suite du traité d'Anagne, c'est l'inféodation de la Corse, le traité d'Anagne est de 1295, et donc c'est une espèce de gros round diplomatique en fait qui aboutit à 1297. Alors là, pour le coup, pour revenir à ce qu'on disait, la Corse, enfin si vous voulez, c'est un grand... à l'époque, il y a un très gros conflit en Méditerranée occidentale entre plusieurs très grosses puissances méditerranéennes, en particulier entre les Angevins. Alors les Angevins sont une branche cadette de la monarchie française, qui sont allés s'emparer du royaume de Naples, et les Aragonais, pour faire simple, donc le roi d'Aragon. Donc le roi d'Aragon, en fait, il est roi de l'Aragon, de la Catalogne, surtout pour nous, ce qui est intéressant, et des Baléares, et puis il vise aussi pas mal d'autres territoires. Et ces deux monarchies s'affrontent pour le contrôle de tout le sud de l'Italie, c'est-à-dire en gros une des régions les plus riches d'Occident. La Sicile, grosse terre à blé, et tout Naples et tout le sud de la Botte. Bon. Et pour simplifier, les Angevins tiennent la Botte, et les Aragonais se sont emparés de la Sicile. Et le pape, qui est un peu l'arbitre international, l'ONU, on va dire, de l'époque, il cherche à arrêter la guerre entre ces princes chrétiens, pour déjà qu'il n'y ait plus la guerre, et puis éventuellement pour les recentrer, pour aller faire des croisades, enfin pour travailler pour son compte. Et donc il propose un échange au roi d'Aragon, en lui disant, voilà, vous lâchez la Sicile, et en échange, je crée pour vous un nouveau royaume, puisque le pape, en théorie, est le détenteur des îles de Méditerranée, donc Sicile, Sardaigne, Corse. Il dit, je crée un royaume de Sardaigne et de Corse, et je vous l'inféode, vous devenez mon vassal, c'est-à-dire vous devenez mon fidèle pour la possession de ce royaume, et en échange, vous lâchez la Sicile. Un deal, en fait. Et c'est l'inféodation de 1297. Donc en 1297, le roi Jacques II d'Aragon est investi officiellement roi de Sardaigne et de Corse, en échange de l'abandon de la Sicile. Alors au final, pour la faire courte, ils ne vont pas abandonner la Sicile, ils vont tout récupérer. Mais alors quel est le rôle des Corses là-dedans? Difficile à dire. Ils ne sont probablement pas restés aussi inactifs qu'on le dit, puisque il n'y a pas de seigneur unique de Corse, mais il y a plein de seigneurs en Corse, dont des seigneurs qui ont un rang international, donc qui sont très au courant de tout ça. Et donc tout l'enjeu maintenant pour ces petites seigneuries corses dont on a parlé tout à l'heure, c'est de se positionner, si vous voulez, par rapport à cette nouvelle domination extérieure, ce roi venu d'Aragon, qui maintenant est officiellement roi de Corse, puisque c'est la plus haute autorité de la chrétienté qui l'investit roi de Corse. Storia, ma senza sede di gloria di l'umano. La poesia un assenso che gira come il vento sempre intorno.